Bonjour Pauline, bonjour Marjorie. Il y a 6 ans naissait le programme Oiseaux des Jardins. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors effectivement, il y a 6 ans, donc la LPO et le Muséum national d'histoire naturelle ont lancé l'Observatoire des oiseaux des jardins. Donc c'est un programme de sciences participatives destiné au grand public et plus particulièrement aux propriétaires de jardins qui souhaitent nous transmettre leurs observations de manière régulière, les observations d'oiseaux qu'ils font dans leur jardin, pour faire avancer les connaissances sur ces espèces d'oiseaux. Et donc depuis 6 ans, c'est la première fois ces dernières années que les données, donc les 2 500 000 données qui ont été collectées, ont été analysées de manière scientifique par une thèse au sein du Muséum d'histoire naturelle qui a été faite par Pauline. Donc Pauline, tu vas nous présenter tes travaux là pendant cet entretien. Explique-nous sur quoi porte ta thèse précisément. Alors, plus précisément, ma thèse porte sur comprendre les variations d'abondance d'oiseaux dans les jardins, donc est-ce qu'ils viennent plus ou moins dans les jardins, et en particulier en relation avec les pratiques agricoles avoisinant le jardin. Et alors pourquoi s'être penché sur les oiseaux? Alors, on s'est intéressé aux oiseaux car ce sont des organismes qui sont présents à différents niveaux de la chaîne alimentaire. Donc en fait, ce qui va se passer chez les oiseaux peut témoigner de ce qui se passe à des niveaux inférieurs de chaîne alimentaire, donc chez d'autres organismes. Et aussi parce que les oiseaux sont des organismes qui sont extrêmement sensibles aux changements, donc que ce soit des changements type pratiques agricoles, changement climatique ou encore pollution. Et ils vont y répondre extrêmement rapidement, donc soit sous quelques mois, soit en quelques années. Et aussi parce que ces réponses à ces changements vont être sensiblement similaires, que ce soit entre des pays différents ou entre des continents différents. Donc, par exemple, une réponse à un changement de pratique agricole ou à la pollution va être le même sensiblement entre la France, par exemple, et les États-Unis, etc. Et ce qui est intéressant, Marjorie, c'est qu'on dispose de données depuis 6 ans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça a permis de faire le travail de Pauline. Oui, il y a un autre aspect, effectivement. Donc les oiseaux, c'est des espèces qui sont étudiées depuis longtemps, que ce soit par des programmes à destination des scientifiques, des professionnels, mais également du grand public. Et c'est ce qui nous a permis de faire ces analyses, c'est que les oiseaux, donc c'est des espèces que les gens aiment bien, notamment les oiseaux des jardins. Donc on peut solliciter les particuliers pour nous transmettre ces données-là. Et les autres choses importantes, c'est que donc, les oiseaux des jardins qu'on peut penser communs ne le sont pas forcément, parce qu'il y a certaines espèces qu'on rencontre dans les jardins qui sont des espèces menacées. Par exemple, le chardonneret élégant ou le verdier d'Europe, c'est des espèces qui ont été classées vulnérables dans la dernière liste rouge des oiseaux en France. Et également, donc, par exemple, les deux espèces que je viens de citer, et toutes les espèces qu'on rencontre dans les jardins, ce ne sont pas des oiseaux spécifiques au jardin, c'est des oiseaux, les oiseaux ça vole, ça bouge, et du coup, c'est des oiseaux qui vont rayonner autour du jardin dans les différents milieux qu'il peut y avoir, et du coup, ils sont un peu les témoins de ce qui peut se passer dans ces milieux environnants au jardin. Et donc on a donc plein de données sur des oiseaux extrêmement différents dans chaque jardin. L'hiver, c'est une période un peu critique pour les oiseaux. Comment ils arrivent à traverser l'hiver? Comment ils se nourrissent? Alors en hiver, les oiseaux vont être pour la plupart essentiellement granivores, donc le reste de l'année ils vont pouvoir se nourrir d'insectes et d'invertébrés, mais en hiver la majorité d'entre eux vont être granivores, non seulement parce que ces insectes et invertébrés sont beaucoup moins présents en hiver, mais aussi parce que les graines sont très riches en protéines, en gras, et donc ça va les aider à vraiment maintenir leur température en hiver et donc à survivre à cette saison froide. Les graines de tournesol, notamment, qu'on dispose sur les mangeoires. Oui, ça peut être les graines de tournesol qu'on dispose aux mangeoires, mais également toutes les graines qui sont présentes donc dans l'environnement. Donc l'endroit où il y a la majorité de graines de façon naturelle, si on peut dire, ce sont les champs. Et en fait, ça va être tout ce qu'on qualifie de graines d'adventices de culture, donc ce qu'on peut dire autrement les mauvaises herbes en langage plus courant, mais aussi toutes les graines qui sont laissées après la récolte. Et donc les oiseaux, normalement, en hiver, se nourrissaient autrefois essentiellement du coup dans ces champs de toutes ces graines, mais qui sont beaucoup moins présentes à l'heure actuelle, parce qu'avec toutes les pratiques intensives agricoles qu'on a actuellement, on récolte beaucoup mieux, et également on a moins toutes ces graines d'adventices de culture, puisqu'on a tout ce qui est pesticides, etc. Et donc avec les pratiques actuelles
agricole, on a beaucoup moins de graines qui sont présentes dans les champs. Et donc les oiseaux ne vont pas pouvoir trouver assez à manger généralement en hiver. Et c'est ce qui explique en partie le déclin de certaines espèces. Tout à l'heure, Marjorie citait le chardonneret, mais il y a aussi le verdier ou d'autres espèces qui, du coup, même si elles ne sont pas inféodées au milieu agricole au sens strict, mais elles peuvent être dans d'autres milieux, et ben elles venaient se nourrir dans ces champs et elles ne trouvent plus toute cette nourriture qui leur suffisait. Et on peut se demander du coup si ces espèces ne vont pas pouvoir changer de milieu et chercher ailleurs de la nourriture, et pourquoi pas aux mangeoires, puisqu'on distribue de la nourriture, pourquoi est-ce qu'elles ne viendraient pas ici pour trouver une alimentation de substitution? Donc l'impact de ces pratiques agricoles sur les oiseaux qu'on observe dans les jardins, c'est vraiment le cœur de ta thèse. Donc tu as analysé toutes ces données-là, des milliers de données issues de l'observation oiseaux des jardins. Comment tu as fait pour analyser tout ça? Alors, dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre, entre guillemets, toutes les données au même niveau. Parce qu'en fait, c'est évident que si quelqu'un va compter 1 heure ou compter juste 15 minutes, ça ne va pas être la même chose. Donc, on a essayé de rendre comparables toutes les données récoltées par les observateurs, donc que ce soit en prenant en compte l'observation, combien de temps ils ont observé, mais également la météorologie durant leur comptage. Et une fois qu'on a fait ça, on a identifié une période de l'hiver où ça pouvait être intéressant de voir ce qui se passait, est-ce que les oiseaux venaient davantage ou non aux mangeoires. Et à partir de là, on a analysé les données et on a comparé ce qui se passait avec le milieu agricole autour. Et alors, quels sont les quelques résultats que tu as obtenus? Alors, le résultat principal de ces travaux, c'est que plus le milieu agricole autour du jardin va avoir des pratiques qui vont être intensives, et plus les oiseaux vont venir dans les jardins au fur et à mesure de l'hiver. Donc autrement dit, en début d'hiver, les oiseaux ne sont pas plus ou moins dans les jardins selon ce qui se passe autour, mais plus l'hiver va passer, et plus le milieu va être intensif, et plus les oiseaux vont venir dans les jardins. Ce qui se traduit par le fait que au début de l'hiver, il y a suffisamment à manger dans les champs autour, mais quand l'hiver passe, il y a moins à manger, et il y a encore moins à manger quand les champs autour ont des pratiques très intensives, parce qu'il va y avoir peu de graines à l'origine et elles vont être consommées très rapidement, et donc après quand les oiseaux vont plus avoir à manger, ils vont venir dans les jardins davantage pour potentiellement du coup se nourrir de cette alimentation de substitution. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est d'autant plus vrai pour les espèces qui sont normalement des espèces typiquement agricoles. Donc par exemple les linottes mélodieuses, le moineau friquet ou encore les bruins jaunes et zizi. Ce sont des espèces que normalement on ne s'attend pas à trouver dans nos jardins. Et quand en fait les pratiques agricoles vont être intensives, on va pouvoir potentiellement les trouver au fur et à mesure de l'hiver dans nos jardins, puisqu'ils vont venir chercher à manger chez nous. Ça veut dire que les gens qui ont des jardins proches de ces grosses exploitations agricoles voient plus d'oiseaux en fin d'hiver, et des oiseaux aussi, des espèces, comme tu as dit, spécifiques des milieux agricoles. Oui, c'est ça, exactement. Et donc du coup, nourrir en hiver, ça peut avoir un effet sur ces espèces, puisque ça va les attirer et donc potentiellement les aider à survivre à la saison hivernale. On entend aussi souvent dire que certains hivers, il y a moins d'oiseaux dans les jardins. Tu as étudié aussi ça? Est-ce que c'est vrai? Alors, on a également étudié cette question et on s'est aperçu qu'effectivement, il y a des années où il y a plus d'oiseaux et des années où il y a moins d'oiseaux. Et on a essayé de savoir si c'était en lien avec les conditions hivernales, parce que on dit souvent que quand il fait plus chaud, on voit moins d'oiseaux, et que quand il pleut plus, on voit plus ou moins d'oiseaux, et qu'il y a des liens avec les températures et la précipitation. Mais en vérité, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il n'y a pas de lien vraiment clair avec ça, et que toutes les espèces répondent vraiment de manière différente. Il n'y a pas de message clair qui se détache pour toutes les espèces. Et peut-être que c'est dû au fait qu'il n'y a pas que les conditions de température-précipitation qui expliquent les variations d'oiseaux, mais aussi parce que pour l'instant on ne sait pas en fait si les années, on n'a que 6 années d'observatoire qu'on a pu étudier jusqu'à présent, et on ne sait pas si parmi ces années il y avait des années qui étaient vraiment très très bonnes ou très mauvaises comparativement à l'ensemble des années de manière plus générale, puisque là pour 6 années on ne pouvait pas vraiment on a comparé que pour cette période-là. Et donc ça serait intéressant d'avoir plus de données sur le long terme pour savoir vraiment s'il y a des années qui sont bonnes et des années qui sont mauvaises, et ensuite pouvoir vraiment mieux relier ça avec différentes conditions. Donc pour aller plus loin, pour pouvoir savoir si ces paramètres ont une influence sur l'abondance des oiseaux dans les jardins, il va falloir que les gens participent plus
attendre quelques années. On peut peut-être, Marjorie, en profiter pour faire passer un message et donner quelques conseils aux participants. Oui, donc nous, ce qu'on conseille aux participants, idéalement, c'est d'observer les oiseaux de manière hebdomadaire dans son jardin, 10 à 15 minutes. Donc le week-end, prendre un petit quart d'heure pour compter les oiseaux. C'est pas grave si on rate certaines semaines, mais voilà, l'idéal c'est ça. Après, ce qu'on conseille également aux gens, c'est de participer aux 2 week-ends nationaux de comptage qu'on organise fin janvier et fin mai, parce que du coup c'est des week-ends répétés chaque année avec le même protocole, et donc on invite les gens à participer à ces week-ends, c'est 1 heure de comptage, donc voilà, c'est essayer chaque année de prendre un petit peu de temps pour participer pendant ces 2 comptages. Donc là vient d'avoir lieu le grand comptage de janvier, et donc le prochain là au mois de mai. Fin mai, dernier week-end de mai. Et les personnes qui sont intéressées, les participants peuvent retrouver toutes les informations sur le site oiseaudesjardins.fr. Ouais, et enfin Marjorie, on peut remercier plusieurs personnes. Oui, il y a plusieurs personnes. Donc le programme, il existe depuis 6 ans parce que déjà, il y a tout plein de structures locales qui animent le programme. Donc on remercie ces structures sans qui le programme ne perdurerait pas. On remercie également toutes les personnes dans ces structures qui valident les données, qui vérifient les données qui sont saisies par les particuliers. Et les personnes qu'on remercie le plus, c'est les participants, parce que c'est grâce à eux que ce programme a pu voir le jour, qu'il a duré 6 ans, et c'est grâce à eux qu'on espère que le programme pourra durer encore plus longtemps et qu'on pourra analyser encore plus de données sur le long terme. Voilà. Donc en 2 mots, continuez à participer. Et merci. Merci.